Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus à la une de ce magazine que c'est un nouveau départ en Somalie où la nomination du nouveau gouvernement en Somalie donc suscite beaucoup d'espoir et d'optimisme, même si certains analystes craignent que le nombre de ministres, les 26 ministres dont risque d'engloutir une partie des ressources au moment où le pays fait face à une sécheresse sévère avec des menaces d'une famine possible. Au Ghana, c'est une tempête qui fait au moins 17 morts. Les victimes étaient donc en train de se baigner dans une rivière. Ce sont pour la plupart des étudiants en excursion. Et dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous venons donc sur les difficultés des couples afro-africains à vivre dans un contexte socio-culturel qui est différent du leur. Nous poursuivrons donc avec nos invités. Ce soir, pour nous servir, il est de nouveau avec nous, c'est le psychologue clinicien Louis-Marie et Semnem. Bonsoir. Bonsoir Noël. Merci d'être là ce soir avec nous. D'autres invités sont là, étaient là avec nous la semaine dernière. Elle s'appelle Natacha Mengue. Bonsoir Natacha. Bonsoir. À la gauche de Natacha, c'est Madame Bipanda. Merci d'être parmi nous. Il fait partie de la jeune génération, on ne le présentera pas tout de suite, peut-être tout à l'heure vers la fin. Voilà le décor qui est donc implanté pour nous servir la réalisation ce soir. C'est Sernanessi Bouloukoué qui a accepté de nous prêter ses précieux services. Merci d'être des nôtres ce soir, on se retrouve dans quelques instants. Donc, dans la nomination du nouveau gouvernement en Somalie suscite beaucoup d'espoir et d'optimisme, même si certains analystes craignent que le nombre des 26 ministres risque d'engloutir une partie des ressources au moment où le pays fait face à une sécheresse sévère avec des menaces d'une famine possible. Le Premier ministre, donc, Hassan Ali Keir, a promis que ce sera un nouveau départ. L'ancien patron donc, du service somalien de la BBC, dont Youssouf Garad, a été nommé ministre des Affaires étrangères. Le nouveau Premier ministre a promis d'aider à atténuer les souffrances des Somaliens face à la sécheresse et également à lutter contre la corruption et à créer des institutions capables de fournir des services. Des nominations pour un nouveau gouvernement donc au Maroc. Le Premier ministre marocain doit entamer ce mardi des négociations avec les principales formations politiques pour former un nouveau gouvernement pour sortir donc de 5 mois d'impasse. Saad Eddine El Othmani a entamé mardi donc des consultations avec les principaux partis représentés au Parlement. Il s'est entretenu avec des responsables de l'Istiqlal, troisième force politique aujourd'hui fragilisée par des déclarations controversées de son patron Hamid Chabad. Le Premier ministre désigné a ensuite rencontré Aziz Akanouch, devenu incontournable dans les négociations depuis qu'il a été porté au lendemain du scrutin d'octobre à la tête du Rassemblement national des indépendants, un parti libéral surtout composé de notables et de technocrates. Monsieur El Othmani devait donc poursuivre ses consultations ce jour avec les dirigeants du Parti d'authenticité et modernité, arrivé en deuxième position au scrutin du mouvement populaire, du Parti du progrès et du socialisme et de l'Union socialiste des forces populaires UFCP. On a annoncé également un titre au Ghana, c'est au moins 17 personnes qui sont mortes écrasées par un arbre tombé suite à une violente tempête. Les victimes étaient en train de se baigner dans une rivière et ce sont dont la plupart des étudiants en excursion. Le drame a eu lieu dimanche dernier après-midi, non loin des chutes d'eau de
Kintampo, au centre du Ghana. L'arbre géant a été arraché par des vents violents. Il est tombé du sommet des chutes d'eau, explique dans une source officielle. Certaines victimes ont été traînées sous l'eau par les branches de l'arbre. Une dizaine de blessés ont reçu des soins à l'hôpital. Les recherches se poursuivent au cas où il y aurait plus de victimes. La ministre ghanéenne du tourisme, donc Catherine Abelema Afekou, a qualifié la tragédie de tempête malencontreuse. Elle a exprimé ses condoléances aux familles durement éprouvées. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Nous allons poursuivre notre réflexion radiophonique de ce mois et dans le cadre de notre débat, notre réflexion, nous parlons des couples africano-africains en dehors de leur contexte socio-culturel, c'est-à-dire le cas de la France. Il est difficile aujourd'hui de voir un jeune Africain, une jeune Africaine qui choisit son épouse ici. Et la question qu'on se pose est celle de savoir pourquoi les uns et les autres semblent dans la méfiance, dans la défiance. Pour mieux comprendre ce soir, notre invité, le psychologue clinicien Louis-Marie Essem-Némer, accepté donc de nous apporter sa contribution, son éclairage. Une fois de plus, Louis-Marie, bonsoir. Bonsoir Joël. Bien Juvenal, alors la question que je vous pose comme cela, c'est de savoir, la semaine dernière on a écouté les uns les autres, même si on est dans les trajectoires individuelles, ou tout au moins chacun semble être porteur d'une histoire particulière, beaucoup de similitudes au point où on se dit, il y a une réelle méfiance entre les hommes africains et les femmes africaines vivant en France au point où on les voit rentrer sur le continent à la recherche de l'âme sœur. Selon vous, à l'écoute de ce qui s'est dit la semaine dernière, est-ce qu'il y a un espoir pour que demain ou aujourd'hui, on puisse s'accepter mutuellement? Je crois qu'en toute chose dans la vie, il y a toujours espoir, parce que la nature humaine est sur cette dialectique du bon et du mauvais, du positif et du négatif. Des belles personnes, il y en a ici, et des belles personnes, il y en a en Afrique. Des cons, il y en a de partout aussi, et des personnes nocives ou toxiques, il y en a de partout. Je pense qu'il faut toujours se situer. Moi, je continue en tant que clinicien. Je me dois toujours de me méfier des généralités et de me situer sur cette lecture qui considère l'individu de par son histoire personnelle et sa trajectoire. Ce soir, on pourra peut-être aller plus en profondeur par rapport à la dernière fois et aborder les différents types de trajectoires qui sont possibles en sachant que ce ne sont que des types parce qu'il y en a plusieurs autres qu'on ne pourra pas aborder. Bien, donc avant de rentrer dans le vif de nos échanges, il y a donc cet événement qui est annoncé pour le week-end prochain. Et pour en parler, elle s'appelle Gloria Molopo. Bonsoir Gloria, dans le micro. Bonsoir, il faut le plus. Bonsoir Juvenal. C'est pas sûr que votre micro était ouvert. C'est tout bon, voilà, très bien. Donc, cet événement, on nous parle de Nina Simone. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, c'est un événement dans le cadre de la semaine de la lutte contre le racisme et de la journée internationale des droits des femmes. Donc, il fallait choisir une femme qui soit en rapport avec la lutte raciale et tout. Donc, Nina Simone, comme elle a milité contre la ségrégation raciale, est celle qui répond au mieux à notre question et tout. Donc, il s'agira d'une projection de son documentaire qui sera suivi d'un débat animé par Natusa Kombi. Qui est-ce? Natusa Kombi est une conférencière et chercheuse indépendante qui réside en Belgique. Elle est auteure d'un ouvrage « Du sang bleu à l'encre noire ». Du sang bleu à l'encre noire. Ça se passera où? À la mairie du 7e, à la salle de mariage. Salle de mariage. Il y aura des mariages qui vont suivre ou bien avant votre cérémonie? Aucune idée. Aucune idée. On reviendra sur cet événement tout à l'heure. Donc, pour le moment, nous sommes dans le cadre de ce débat, de cette réflexion.
Et pourquoi les hommes et les femmes d'origine africaine aujourd'hui vont les chercher sur le continent? Face à moi, elle s'appelle Natacha Mengue. Bonsoir, faites plus Natacha. Oui, bonsoir, Juvénal. Vous êtes mariée, vous? Oui, je suis mariée depuis 10 ans bientôt. Depuis 10 ans? Oui. Il est noir ou il est blanc? Il est français blanc. Ah, français blanc. Et vous n'avez pas choisi, vous l'avez trouvé ici? Oui, au cours d'un voyage ici, je l'ai rencontré ici en Europe. Bien. Moi, je vivais au Gabon. Mardi, vous étiez déjà avec nous. Vous vouliez nous ouvrir un pan de votre histoire personnelle. Le temps ne le permettant pas, on n'a pas pu le faire. Je ne sais pas si on pourra le faire ce soir. À votre mimique, c'est pas très prudent. Votre voisine de gauche, madame? Bipanda. Un bipanda. Mariée aussi? Mariée. Un blanc ou un noir? Un noir. Ah, ben, ça veut dire que les noirs, il y en a qui peuvent l'accepter ici. Vous l'avez trouvé ici ou vous allez le chercher sur le continent? Je suis allée le chercher au Gabon. Ah, ben, c'est très bien ça. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Justement, la question c'est, dans votre cas, pourquoi aller le chercher là-bas? Il n'y en avait pas ici, il y a pénurie ici? En fait, donc, c'est pas que je suis allée le chercher, je suis allée passer un stage sur place et finalement... Dans le cadre du stage? Oui, dans le fin d'études. Et finalement, je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré. Pour mieux comprendre, parce que, voyez-vous, ceux qui sont sur place, ça me se pose des questions aujourd'hui. Pendant cette émission encore, ils me disaient, elles se veulent tellement indépendantes qu'au point où elles n'acceptent plus aucun homme digne de son nom. Pour certains, un homme digne de son nom, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Apparemment, quand une femme arrive ici en Occident, elle devient très autoritaire. Est-ce votre cas? Non. Et non, moi je ne dirais pas ça. C'est pas votre cas? Non, du tout. Mon cas est particulier parce que j'ai grandi ici. Vous avez grandi en France? J'ai grandi en France. Oui. Donc finalement, je suis allée retrouver mon mari au Gabon, mais je ne parlerai pas d'autorité. Je me sens pas concernée par ce type de... Dans votre cas, donc, quand vous allez le chercher, il n'y en avait pas ici? J'ai été déçue. Ah ben... Déçu par qui? Par ceux qui sont sur place? Oui, j'ai été déçue par tous ceux qui sont sur place, voilà. Tous? Du moins tous ceux que j'ai eus. Ah. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse? Très. Vous êtes très heureuse? Je suis très heureuse. Ah oui, je peux le confirmer. Hein. Je suis très heureuse et vraiment, je bénis le Seigneur. Ah, le Seigneur. De m'avoir envoyé. Le Seigneur de l'amour, alors? Oui, Cupidon, on dirait alors. Donc, votre cas est un cas qui semble atypique, très déçu par ceux que vous avez trouvés, ceux qui sont sur place, vous allez le chercher là-bas, et ça marche. Depuis combien de temps? 10 ans. Félicitations. Alors, je me tourne vers le psychologue clinicien pour nous permettre que dans ce cas-ci, déçu par tous ceux qui sont là, ils veulent chercher en Afrique depuis 10 ans, et ça tient. Alors, une première chose que je vais dire, c'est que l'histoire, rappelez-moi votre prénom. Zita. Voilà, Zita. L'histoire de Zita. Moi, je pense qu'elle ressort un élément important qu'on n'a pas suffisamment abordé la dernière fois. C'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire qu'on peut encore croire en l'amour. Et quand je disais la dernière fois que il fallait aborder ces problématiques à travers le prisme des trajectoires personnelles. Elle n'est pas partie en Afrique chercher un mari. Elle est partie en Afrique faire ses études, terminer ses études pour un stage. C'est ce que j'ai compris. C'est bien cela. Et que dans les inattendus de la vie, l'amour s'est présenté à cet endroit. Et ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on peut encore croire en l'amour. Et que les personnes qui partent d'ici pour chercher leurs maris en Afrique ou dans le Maghreb, c'est parce qu'il y a encore en elles cette dimension de croyance en l'amour. Mais on pourra aborder les autres choses qui se jouent du fait de la séparation. Elle a évoqué un thème important qui est celui de la déception. Donc, dans cette trajectoire personnelle, il y a une réceptivité à un amour à cet endroit qui est favorisé par l'ensemble des déceptions connues dans le passé. Vous voyez, mais elle ne part pas pour chercher un mari. Alors, je veux comprendre, pourquoi ça marche avec ceux qui viennent de là-bas et ça ne marche plus avec ceux qui sont ici? Comment ça marche? Parce qu'il n'y a pas plusieurs déceptions, ça veut dire qu'effectivement, qu'à un moment, le ciment ne colle plus avec ceux qu'on rencontre sur place, on va le chercher ailleurs. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe, selon vous? Alors, il y a deux choses que vous abordez. Il y en a une dont on a parlé la dernière fois, le fait d'aller chercher au pays qui est habité par une certaine illusion
l'illusion que on se réconcilie avec sa propre tradition, ses propres cultures, qu'on se comprendra mieux. Souvent, c'est cette illusion qui accompagne les personnes. Mais ce n'est qu'une illusion, parce que construire le couple, ce n'est pas fait que de cultures communes que nous partageons, c'est d'une culture commune qu'on va créer ensemble dans la vie du couple. Et c'est pour ça que beaucoup de ces couples, souvent, ne fonctionnent pas avec le temps. Avec le temps, ceux qui sont partis dans l'espoir de trouver celui qui parle sa propre langue, avec qui ils vont se comprendre, avec qui tout ira mieux, souvent, dans le temps, c'est compliqué. Tant mieux pour Zita, c'est une bonne nouvelle. Comme elle a Zita, il parle la même langue que vous? Non, Du tout. Je suis du Nord et lui, il est du Sud. Alors, vous êtes du Nord et du Sud. Qu'avez-vous en commun dans cet amour dont parle le psychologue clinicien? On pourrait parler du patriotisme. Vous aimez le Gabon. C'est l'amour du pays d'origine qui vous lie. Qu'est-ce qui vous rend fort dans ce cas? On parle d'amour, mais j'ai envie de dire qu'on peut trouver également l'amour sur place. Si je me permets d'insister dans votre cas ou dans bien d'autres cas, c'est que à un moment, je dis bien que ceux des hommes que j'ai rencontrés me disent, elles sont très autoritaires, nos sœurs, quand elles arrivent ici. Au point où nous, on ne nous sent plus hommes, et puis, voilà, elles vont chercher ce qui manque d'autorité. Est-ce que c'est votre cas? Non. Dans le cas sans vraiment aller ouvrir le passé, qu'est-ce qui vous semblait, qu'est-ce qui vous était reproché? Parce que quand il y a une séparation, chacun n'a pas les responsabilités. Oui, généralement, on préfère parler des défauts des autres. Oui. Donc, moi, vous avez parlé de... Allez-y. C'est quoi? C'est très autoritaire? Non, moi, la différence que je remarque des hommes d'ici et de l'Afrique, c'est que ici, excusez-moi, je vais vraiment dire ce que je pense. Allez-y. C'est le but du jeu. Je dirais qu'ils ne s'occupent pas suffisamment des femmes. Comment? Expliquez-nous. Sur tous les plans. Sur tous les plans, c'est dur, là. Sur tous les plans, mais... D'accord, c'est un petit peu dur. C'est superlatif absolu quand vous dites tous les plans. Oui, non, je vais préciser. Je veux dire, ici, il y a trop... L'individualisme est vraiment très cultivé. Ce qui fait que, étant donné que toutes mes expériences, les premières, je les ai eues ici. Par exemple, avec mon mari, j'ai été très étonnée que, pour lui, il se prend tout en charge. Alors qu'ici... Avec mes ex, c'était moitié-moitié. Je paye le loyer, toi tu payes tu payes l'électricité. Moi je fais les courses de formation. On partageait les charges. On partageait tout. Alors qu'avec mon mari... Ça c'était avant. Avec mes ex. Oui. Allez-y. Voilà. Alors qu'avec mon mari, c'est impensable pour lui. Que je travaille ou pas, c'est pas son souci. Prise en charge totale. Totale. Et ça vous arrange? Bien sûr. Vous ne vous sentez pas un peu infantilisé? Pas infantilisé. C'est une question, hein? Du tout, parce qu'on prend les décisions ensemble quand on fait un projet. Je veux dire, quand on commence. Et ça ne veut pas dire que je ne fais rien. J'ai des activités et mon mari me soutient. Vous comprenez? C'est que vous dites, comme vous le dites, sous le contrôle du psychologue clinicien, parce que c'est lui qui a les outils pour entrer dans la psyché. Voyez-vous, lui, Marie Sénémé, ce qu'elle dit, par exemple, est assez beau, parce que en Afrique, c'est ainsi que ça fonctionne. Même si la femme a des revenus, c'est l'homme qui s'occupe de tout, et cela lui donne aussi... on va dire, beaucoup plus de pouvoir. Mais là-bas, elles s'en plaignent. Oui, vous voyez ce qu'elle évoque là. Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois sur le besoin de retrouver son double nostalgique ou de retrouver les souvenirs de sa culture. Et on voit que les objets culturels sont psychiquement transmissibles de génération en génération. Elle a vécu ici. Mais ce qui va la fasciner et qu'elle va davantage apprécier, c'est les valeurs dont elle n'est pas héritière initialement. Ce sont ses propres parents qui sont héritiers de ces valeurs-là, de cette pensée qui voudrait que l'homme soit responsable et protecteur de la famille et qu'il en prenne soin dans tous les sens. C'est-à-dire que financièrement, l'argent de la femme s'occupe de la famille de la femme et de quelques petits besoins. Mais Marie, j'entends ce que vous dites, mais ce qui est curieux, c'est que sur le continent, les femmes semblent ne pas l'accepter comme cela. Qu'un homme décide de s'occuper de tout. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser, mais si on regarde comment fonctionnent les familles, lorsque vous irez en vacances chez vous, amusez-vous à aller cuisiner un œuf ou quoi que ce soit dans la cuisine de votre sœur, vous verrez ce qui va se passer.
elles le prennent mal généralement. Voilà, elles prennent mal. Puisque vous dites que les femmes ne semblent pas l'accepter, vous allez voir que les cultures sont rigides. La force des cultures, votre sœur ne va pas vous laisser aller faire votre soya ou votre barbecue dans sa cuisine. Et moi, ce que j'ai voulu dire à travers l'histoire de Zita, c'est qu'elle a beau avoir vécu en France, il y a cette part de sa culture dont elle est héritière et qui se transmet inconsciemment. Parce que normalement, ayant une éducation européenne, on se serait dit qu'elle aurait mis les pieds au Gabon en disant hey, bonhomme, kiff, hein, je suis une femme libérée, machin. mais non, elle se retrouve dans son assiette. Un peu comme si elle retrouvait le couple de ses parents, parce que ses parents, eux, ils sont héritiers de cela. Elle retrouve le couple de ses parents. Donc, un idéal qui est inconsciemment transmis aux enfants. Je me tourne vers Natacha. Oui. Quand on écoute le récit, le vécu de Zita, qui aujourd'hui se sent épanouie, très à l'aise, et se réalise parce qu'elle a un homme qui la prend en charge totalement. Enfin, oui. Comme elle a bien dit. Est-ce que vous partagez ces manières d'être? Oui, déjà je vais dire, je vis la même chose chez moi, ce qui gêne certaines personnes, parce que c'est un Européen, on s'attend souvent à ce qu'on fasse moite-moite et moi... C'est-à-dire par exemple, qu'on partage les charges. À moitié-moitié. Voilà, moi j'ai pas bien compris. Voilà, qu'on partage les charges... quand on va au restaurant, on divise la note à 2. Pour moi, c'est inimaginable, c'est impensable. J'ai grandi en Afrique. Pour moi, l'homme s'occupe de la femme. Même si je vis avec un Européen, déjà rien que au début de notre relation, je lui ai fait comprendre toutes ces bases-là, toutes ces choses-là. C'est pas que je suis incapable de subvenir à mes besoins, mais pour moi, c'est fondamental. Ma mère, elle a vécu comme ça. L'homme doit occuper le rôle de l'homme et la femme occupe le rôle de la femme. Voilà. Lui-Marie, je me tourne vers Gloria Molopo, qui fait partie de la jeune génération. Elle est plus jeune, beaucoup plus jeune que celle que nous avons en face de nous. Oui, et je suppose qu'en chantant Nina Simone, elle va nous sortir un discours plus engagé encore. Pas forcément. Alors, dites-nous, à l'écoute de ce qu'elle présente, en fait, un homme qui vous prend en charge, sachant ce qui n'est pas dit, sachant que généralement, l'homme, à ce moment-là, se sent valorisé, et c'est l'homme de la maison. Personnellement, je pense que l'homme, il peut être homme, avec ou sans charge. Ah, vous souhaiteriez qu'on allait ces charges, c'est ça? Non, je pense que, comme les psychologues l'ont dit, oui. Les psychologues et tout, on a ce besoin là de retrouver notre culture en nous, parce que nous la portons et tout. Mais avec je sais pas moi, l'Occident ou la nouvelle culture, parce qu'on a notre culture d'accueil et tout. On a notre culture de départ et puis on a une culture d'accueil. Donc, lorsqu'on arrive ici, on est confronté face à deux réalités, face à deux cultures et tout. Moi, je pense qu'il faut juste trouver l'équilibre. L'équilibre pour les deux personnes et l'équilibre pour ce que l'on veut construire. Parce que ce que j'entends, c'est qu'effectivement, celles qui sont dans ce studio ce soir apprécient très bien le fait que c'est l'homme qui s'occupe de tout à la maison. Ce qui est fort honorable, c'est pas péjoratif, hein, ce que je voudrais dire. Mais seulement, on a vu aussi quand la femme participe à ces charges-là, elle prend du pouvoir. Et ici, généralement, c'est cela. Elles ont ce pouvoir parce qu'effectivement, elle dit, je contribue. Et à partir de là, on a l'impression que c'est une forme d'indépendance, en fait. Une fois qu'elle est indépendante, elle a du pouvoir. Parfois, ça leur donne des ailes. Allez-y, Natacha. Ce n'est pas prendre du pouvoir, c'est-à-dire si je vais travailler, comme toi le matin, en rentrant le soir, je fais la vaisselle et toi tu cuisines. Ah, le partage des charges. Voilà, le partage des tâches ménagères. Voilà, et donc une fois que la femme essaye de demander à l'homme de partager ses tâches, on a l'impression que la femme devient exigeante. Or, c'est faux parce que le matin, je suis allée comme toi au travail, je me suis dépensée physiquement. En rentrant, j'attends à ce que tu m'aides. Voilà. Ah. Enfin, en gros, c'est pour cela que ceux qui sont ici, c'est des hommes qui sont là, n'ont plus la chance d'avoir des charmantes. Parce que pour ceux qui nous écoutent ce soir, elles sont très charmantes,
Et souvent de très belles femmes africaines qui sont avec nous ce soir. Elles sont en couple et c'est très bien. Et donc, elles nous préfèrent. Je dis, nous préfèrent. Je suis africain en France. Elles nous préfèrent à ceux qui sont sur le continent. Et donc, parce que nous n'acceptons plus de partager les tâches à la maison. Quand on va travailler, il faut qu'on revienne et que chacun est... Ça marche comment? Il y a une liste des tâches, monsieur Yves prépare non, les frites pendant que madame fait le steak, c'est comme cela? Ben non, c'est juste... J'ai caricature un peu. Hein. Je dirais... Il n'y a pas de liste. C'est au feeling, je dirais. Ça se passe comme ça. Voilà. On a besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Et l'aide doit être complémentaire. Voilà. Gloria, complémentaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'aide et puis toi aussi tu m'aides. Donc l'aide est mutuelle. Voilà. Sur tout le plan. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ce soir, pardon, pas si ceux qui nous écoutent ce soir entendent le fond de votre message, en le sens que aujourd'hui, l'homme africain qui arrive en France essaye de vivre comme en Afrique, c'est-à-dire il entre, il est assis dans son fauteuil. Un macho, quoi. Mais non. Enfin, il faut partager les charges sur tous les plans. Si on partage l'électricité, il faut aussi faire le ménage. C'est logique. C'est ce qui est reproché à ceux qui sont ici. Oui. Du mari. Oui. Est-ce que c'est suffisant pour l'autre ou le deux? Parce que je crois qu'un homme ici peut l'entendre. Hein. Il peut l'entendre et il le fait. Et j'imagine, ceux qui nous écoutent ce soir, s'ils peuvent décrocher, j'imagine qu'en fait, ce que vous dites, terrorise, c'est méchant. Ceux qui nous écoutent ce soir, je ne sais pas si cela est suffisant pour que vous tournez le dos et que vous ayez parti en Afrique ou alors... Et là, vous revenez à un sujet que vous avez abordé au début. Voilà. C'est un sujet que vous avez abordé au début. Vous avez parlé du sujet, du thème de pouvoir. Oui. Voilà. Et au moment où vous avez parlé, vous étiez encore dans une position un peu défensive où vous vouliez dire que non, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Effectivement, on voit à travers ce qu'elles disent qu'il y a un enjeu de pouvoir. Et ce qui est réel dans la vie d'un couple, dans la conjugalité, il y a des enjeux de pouvoir. Mais il y a un marché de dupes dans le couple, il ne faut pas le nommer enjeu de pouvoir. Ah oui. Il faut l'appeler responsabilité. Dès lors que l'enjeu de pouvoir prend une ampleur telle que la place de chacun devient vitale et passe par la menace de la place de l'autre, le couple explose. Et on perd les possibilités de dialoguer. Le mot employé, c'est l'enjeu, c'est la question de responsabilité et donc de tâches. Ce que ces femmes veulent dire, c'est que, je ne vais pas généraliser, hein, mais que les hommes africains rencontrés ici ont tendance à ne pas vouloir partager les charges et à se comporter comme en Afrique, c'est ça, hein. Comme en Afrique, comme des pachas. Mais je pense qu'à travers la figure de l'homme africain qui ne partage pas les charges, il faut savoir que c'est une question de code culturel. Ces Africains d'Afrique qui ne partagent pas les charges compensent leur absence dans le partage des charges, dans la prise en charge financière du couple, et que ça a une fonction phallique. C'est quelque chose de l'ordre de l'honneur. C'est un déshonneur que de ne pas prendre en charge financièrement sa famille. Et ça a une fonction phallique qui est la continuité même, ou qui est l'incarnation du rôle patriarcal. Parce que dès lors qu'on devient le chef d'une famille, on est potentiellement le patriarche à venir. Ce n'est pas pour rien que le rite de mariage, lorsque les deux époux font leur fiançailles et qu'ils s'en vont chez eux, ce n'est pas pour rien que ce rite se termine par la tête du cabri. Je crois que dans votre pays, c'est la tête du cabri ou un autre animal. Vous êtes bantou, vous appelez oui. Mungue. Donc oui. C'est la tête du cabri. Vous êtes du nord aussi, oui, donc vous êtes oui. bantou. Donc ce rite où on coupe la chèvre, ou bien où on part avec la chèvre vivante, maintenant ça se fait de plus en plus, mais on coupe la chèvre pour partir avec la tête de la chèvre. Pourquoi? Parce que ce couple qui part est la tête d'une nouvelle lignée, d'une nouvelle génération. Et donc il y a cette fonction patriarcale qui voudrait que l'homme protège dans tous les sens du terme sa famille. Mon rôle n'est pas de juger, hein, et c'est d'analyser pour donner à comprendre ce qui peut faire que ces hommes africains, quand ils arrivent ici, ils attendent de vivre avec une femme qui s'occupe du domestique.
de tout le domestique. Et d'ailleurs, on leur fait des fois la remarque, sans généraliser, que quand ils sont avec des Européennes, ils s'adaptent et ils partagent les charges. Ils vont à la cuisine. Et quand ils sont avec les Africaines, ils retrouvent leur culture et ils mettent les pieds sous la table. C'est très dur, mais c'est dit, c'est votre rôle, effectivement, Louis-Marie Esséne-Némé, de pouvoir aller décrypter dans la pensée, dans le propos de ces dames, charmantes dames d'origine africaine qui sont venues ce soir, pourquoi elles préfèrent aller les chercher sur le continent à l'homme africain qui est ici, parce que très vite c'est un bourgeoisie, il fait le pacha. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Nous poursuivons notre réflexion ce soir donc sur les couples africains avec un accent particulier sur les personnes qui ont déjà été en couple ici dans le cas de la France, en Occident, et ensuite après une rupture vont chercher l'âme sœur en Afrique. Ce soir la question c'est de savoir au fond quelle est la valeur ajoutée que cela apporte, quel intérêt forcément à aller le chercher sur le continent. Louis-Marie Esséne-Némé, dans le dernier quart d'heure, dans les 10 dernières minutes qui nous restent. Oui, je vais essayer de faire court, mais en précisant qu'il ne faut jamais ethniciser le bonheur. Il ne faut pas non plus africaniser la convivialité. C'est des qualités qu'on peut retrouver de partout, tout comme il ne faut pas généraliser l'empathie qu'un conjoint peut avoir, parce que chaque couple construit les bases de son équilibre et de son fonctionnement. Maintenant, pourquoi quel intérêt ou quelle valeur ajoutée y a-t-il à aller chercher un conjoint en Afrique? C'est pas une question de valeur ajoutée. S'il y avait valeur ajoutée, elle serait personnelle par rapport à celui qui va chercher une personne en Afrique, mais on ne peut pas généraliser cette valeur-là. Mais tout dépend de ce qui s'est joué dans la séparation. D'une part, vous avez des personnes qui sortent d'un divorce, d'une séparation avec des ressentiments négatifs. Des ressentiments négatifs sur le conjoint ou sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes de sorte qu'ils perdent une certaine assurance, une certaine confiance à plaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge, après la retraite, qui vont chercher de jeunes femmes en Afrique, c'est aussi, ou à l'Est, ou en Europe de l'Est. C'est un fantasme de l'éternelle jeunesse. Vous voyez, c'est le fantasme de l'éternelle jeunesse. C'est aussi le fruit des ressentiments, des ruptures qu'il y a eu, parce que dans certaines ruptures se font avec des rivalités, c'est-à-dire que on se sépare, mais on n'est pas vraiment séparés parce qu'on est lié par des rivalités, des conflits qui ne sont pas soldés, et que lorsque le conjoint va choisir une conjointe ou la conjointe va choisir un conjoint, c'est presque en comparaison avec celui qui était là avant pour lui montrer que tu vois, je peux remonter. Donc, il peut y avoir des ressentiments de rejet, de haine, de déception, ou de regret ou de violence qui font que la personne se retrouve à amplifier le fantasme de l'ailleurs, qui est un ailleurs connaissable, puisque ce sont ses racines, c'est sa culture, et qu'en plus, il y a un berceau qui l'attendrait, parce qu'en général, il y a une partie de la famille qui y est encore, on peut lui préparer un conjoint, et à travers cette démarche, il y a de la réparation, de la compensation, mais surtout aussi une démarche de résilience. Et ça, ce n'est pas lié qu'au couple, à celui qui va chercher le mari en Afrique, se remarier, se remettre avec quelqu'un après une séparation, c'est un acte de résilience pour faire continuer la vie, pour faire avancer la vie, malgré tout ce qu'il y a pu avoir comme déboire. Donc, dans ce mouvement, il y a l'échec, le désespoir, mais en même temps, un espoir qui est surdimensionné, mais qui n'est qu'une illusion, parce que l'autre ne ressemblera pas à ce qu'on espère de lui. Le couple va devoir construire sa propre culture. Bien. Apparemment, pendant que Louis-Marie Esséne-Némé nous éclairait sur cette question, un auditeur nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous êtes en couple déjà vous-même? Oui, je suis en couple. Vous en appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Lyon, de Doulan, donc précisément Doulan. Très bien. Alors, dans notre studio, elles sont toutes mariées. Il y a une qui est mariée à un noir, et l'autre qui est mariée à un africain. À un blanc, excusez-moi. Ce qui est intéressant et qui est pour certains, c'est que elles n'ont pas pris ceux qui sont déjà ici. Votre conjoint, vous a connu ici ou là-bas? On s'est connus ici.
Bien. Est-ce que ça marche? Ça marchait très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ben oui, on est ensemble, donc on est un couple, quoi, un couple exemplaire. Depuis combien de temps? Combien d'années? Ça fait déjà à peu près 13 ans qu'on est ensemble. 13 ans, vous êtes heureuse ou pas du tout? Ah, je suis très heureuse, donc j'ai retrouvé ma perle rare. Votre perle rare, alors je me permets pour essayer de comprendre, avant lui, vous avez été brûlé ou pas du tout? Vous avez eu des échecs ou pas du tout? Un ou des échecs? Bon, personnellement, donc, j'ai jamais connu d'échec. C'est votre chance alors. Voilà, parce que je savais ce que je cherche. Donc, je me suis pas engagée de gauche à droite pour essayer de tenter, mais quand je me suis engagée, parce que je me suis engagée avec quelqu'un qui, je trouvais que c'était le meilleur. C'était le meilleur. Depuis 13 ans. Oui. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Bien, lui marié, mais voilà une femme qui, depuis 13 ans, a trouvé l'âme sœur sur place et elle est heureuse. C'est dommage, je ne sais pas si elle est encore en ligne. Allô madame, vous êtes avec nous ou pas? Elle n'est plus. Apparemment, elle est partie. Elle n'est plus avec nous. Elle est partie, malheureusement. Voilà, parce que on aurait pu aborder différents autres aspects. On voit là que elle a rencontré son conjoint en France, une perle rare qui est, je crois, bien africaine. Hein. Elle nous a pas dit, voilà, une perle rare qui est africaine. On aurait pu aborder les dimensions culturelles pour savoir quel est leur bassin culturel. J'ai cru comprendre que le premier fut le bon. Voilà, il y a poker. Le premier fut le. Oui, elle est toujours là, madame. Ben oui, je suis toujours là. Reste alors. Voilà, ça tombe bien. Dites-moi, vous êtes croyante? Oui, je suis croyante, ouais. Et pratiquante? Oui. Oui. Votre mari l'est aussi? Oui, mon mari, lui, il est musulman par contre. Mais il est croyant et pratiquant. Il est croyant et pratiquant, oui. Voilà. Vous voyez, même si ce n'est pas la même culture religieuse, vous êtes chrétienne, c'est ça, hein? Oui, moi je suis chrétienne et lui, il est musulman. Voilà. Il est subsaharien ou les nord-sahariens? Non, on est tous du centre. Donc du sud-saharien, ouais. Vous êtes de quel pays? Mais c'est de la RDC. Votre mari et vous, hein? Oui, on est tous les deux de la RDC. Vous voyez un élément culturel qui rentre en jeu. Il y a la dimension cultuelle, donc le fait d'être attaché à des valeurs religieuses qui participent à la construction de la culture de ce couple-là. Il y a un autre élément. Vous savez, comme disait Félix Houphouët-Boigny, nous avons 60% de chrétiens, 40% de musulmans et 100% d'animistes. Voilà, pour dire en d'autres termes que ils sont d'un même bassin culturel et que ils ont beau être chrétiens et musulmans à la fois, ils ont d'autres valeurs spirituelles qu'ils partagent ensemble dans ce couple-là, qui permettent de faire tenir le couple, mais qui explique tout ce que j'essayais d'expliquer, qui détaille ce que j'essayais d'expliquer la dernière fois par rapport à ceux qui partent retrouver le double nostalgique, c'est-à-dire que la mer perdue, le paradis perdu, qui est qui est symbolisé par les ancêtres et donc par cette culture-là. Et donc pour dire que ce couple, on voit que il n'a peut-être pas voyagé, elle n'a peut-être pas voyagé physiquement pour aller chercher le mari, mais ils font ensemble un voyage psychique qui va vers les lieux d'où ils sortent et qu'ils trouvent la force de ce lien, la force de ce couple dans un ensemble de valeurs qui sont à la fois religieuses, donc chrétiennes et musulmanes, mais aussi animistes, ce qui fait le socle du couple. C'est très beau, madame. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, ce que je voudrais comprendre, parce que nous sommes pratiquement, le temps nous tient et nous sommes que notre partie est pratiquement à son terme. Je refais rapidement un tour de studio face à moi, Natacha Mengue. Oui. À votre avis, si c'était à refaire, vous serez toujours, ce serait forcément un homme blanc ou alors, selon vous, l'âme ouais, toujours pareil. Je change pas d'avis. Bien, c'est entendu. Voilà. Zita, oui. Si c'était à refaire, vous le prendrez peut-être ici. Si c'était à refaire, je serais partie au Gabon plus tôt. Gloria Moulo pour la plus jeune. Bon, vous, apparemment,
D'après mon information, vous n'êtes pas encore. Pas encore. Je suis pas encore mariée. Elle est très jeune. Vous le prendrez où? Vous le prendrez où le moment venu? Au Congo. Elle ira le prendre au Congo. Oui. C'est un message très fort. Lui, un simple mot de la fin, dites-nous. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe que je n'arrive pas forcément à comprendre. J'ai compris, j'ai entendu vos explications, mais apparemment, ceux qui sont là, les pantouflards, comme vous avez, on le prend entre guillemets, les pantouflards sont là. Mais est-ce que cela est suffisant pour qu'elles aillent le chercher ailleurs? Moi, je crois que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas généraliser. Oui. C'est aussi une question d'éducation. C'est l'éducation qui construit la qualité d'homme que les personnes sont. Maintenant, le couple aussi construit sa culture et donc le couple est une matrice éducatrice. Parce qu'on apprend toute la vie et il construit sa culture et c'est ça qui va faire la qualité d'homme que le conjoint va devenir. Maintenant, le bonheur n'appartient pas à une race ou à un pays. Le bonheur, c'est juste une culture que 2 personnes ou 3 personnes construisent dans leur relation pour pouvoir être dans la convivialité et être heureux. Merci beaucoup, Louis-Marie Sémine, pour ces éclairages. Je retiens, le bonheur est une culture que 2 personnes construisent. Oui. Pour pouvoir vivre heureux. Oui. Très bien. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On vous remercie d'avoir été des nôtres. On reviendra mardi prochain pour un autre aspect de cette réalité des couples africano-africains hors de leur contexte socio-culturel. C'est pas évident. Elles semblent aller chercher le bonheur ailleurs. Bonne soirée et au plaisir. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel.